comme les bons symboles se retrouvent, je vais partir sur un triangle aussi. Il n'y a pas de concertation, mais c'est un triangle que j'utilise depuis très longtemps pour essayer de situer un peu ce qu'on appelle maintenant sous différents noms, mais qui consiste à dire que pour beaucoup d'approches, en gros, pour que les choses fonctionnent, il faut considérer simultanément trois ingrédients. Un qui, on va dire, dans le monde physique, alors je mets physique volontairement entre guillemets, je vais dire pourquoi, un dans le monde mathématique et un dans le monde informatique. Et que d'une certaine façon, comme tout problème de stabilité, quand on a les trois, c'est stable, ça fonctionne bien. S'il n'y en a que deux, c'est un peu bancal et ça avance pas très bien. Alors pourquoi je dis physique entre guillemets? Parce que ça veut dire qu'en fait, c'est les objets d'analyse de données, de traitement, etc., qui peuvent soit nous être fournis par la nature, donc ça c'est l'observation soit directe, soit ça peut être de résultats d'artefacts technologiques qu'on a nous-mêmes fabriqués, mais qui nous fournissent quoi? Qui nous fournissent des données. Ça, c'est, on va dire, le point de départ, les objets sur lesquels on travaille, auxquels on associe aussi des expertises, c'est-à-dire c'est les experts des domaines. Et tout le monde est bien placé pour savoir, en particulier avec tout ce qu'on a entendu, que lorsqu'on travaille sur des problèmes, par exemple, avec des médecins, avec des biologistes, c'est évident que la part de l'expertise additionnée à la part des données elles-mêmes est super importante. À côté de ça, il y a les mathématiques, parce que les mathématiques apportent un ingrédient qui est un ingrédient de côté théorie, de côté preuve, de côté fondement qui assure les choses. Mais maintenant, la meilleure analyse avec les meilleurs théorèmes, si on n'est pas capable de les mettre en musique de manière efficace avec les outils qu'on a maintenant, qui sont quand même essentiellement du côté de l'informatique, et les algorithmes associés, on sait bien que ça n'ira pas très loin. Alors en fait, ça c'est quelque chose qui est pas neuf, parce que je ne vais pas refaire de l'histoire, mais c'est exactement ce qui s'est passé avec la transformée de Fourier. Transformée de Fourier, c'est tout à fait ça. Il y a un problème qui est l'équation de la chaleur, c'est de la physique. Il y a le besoin de développer des outils mathématiques, c'est devenu l'analyse harmonique. L'analyse harmonique, avec tous ses développements autres que ce qui était du départ, elle est universelle. Et puis, il y a eu l'extension fondamentale de tout ça avec la transformée de Fourier rapide dans les années 60. Et maintenant, c'est un outil universel. Alors, le but, évidemment, c'est de faire un lien entre tout ça, de faire en sorte qu'on les fasse collaborer, travailler ensemble, et qu'on donne un sens en particulier à toutes les diagonales pointillées, de telle sorte qu'il y ait une véritable interaction. Alors, ce qu'on met là-dedans, ça a plein de noms. Quand on est un peu ringard, c'est du traitement du signal. Quand on est moderne, c'est de la science des données. Mais c'est fondamentalement quelque chose qui est de même nature. Alors, je vais être assez bref. Science des données, il y a trois mots. Il y a science, il y a D et données. Alors, je ne vais pas parler de D. J'ai un ami qui est journaliste et il avait été en bisbille avec son rédacteur en chef et dans son service, on disait que d'un rédacteur en chef, il y a rédacteur en et chef et que son chef était en. Voilà, donc moi je vais plutôt parler des données. Alors, du côté de la science des données. Alors, du côté de la science, en fait, il y a trois mots, enfin trois concepts ou ce qu'on veut qui vont être apparents. Mais bon, il y en a un premier qui est, dans un passé récent, on l'a vu, il y a beaucoup de choses qui se tournent autour du big. Alors, le big, c'est pas l'alpha et l'oméga de ces données, mais il faut vivre avec. C'est-à-dire qu'on a les dimensions qui sont gigantesques, multipliées, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire la malédiction de la dimensionnalité, avec les problèmes que l'on rencontre avec de nouvelles types de nature des données elles-mêmes, qui peuvent être hyperspectrales, qui peuvent être, etc., qui peuvent être aussi, maintenant, avec une grande variabilité intrinsèque et sur des structures de plus en plus générales. Tout à l'heure, on a entendu cet exposé, effectivement, sur la géométrie et la statistique, où on peut travailler avec des notions qui sont des notions qu'on aime bien dans des espaces et des structures classiques, que maintenant on applique sur des graphes, sur des grandes structures différentes. Donc là, il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont arrivées et qu'il faut prendre en compte. Alors après, pour rester anglais, il y a le boom de l'apprentissage et le machine learning, et ça, pareil, ça n'aura échappé à personne, que c'est quelque chose qui a beaucoup révolutionné l'approche de traitement et d'analyse des données, la science des données, en particulier avec tout ce qui est apprentissage profond et deep learning. Alors là aussi, bon, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que d'une certaine façon, comment dire, face au deep, tout le monde fait du deep maintenant. Enfin, je ne connais pas beaucoup d'endroits où les gens ne regardent pas ce qu'on peut faire ou pas faire avec du deep. Donc c'est devenu aussi une sorte, je dirais, comment dire, il ne faut battre sa coulpe si on ne le fait pas. Alors moi, c'est ce que j'appelle le complexe du deep. Mais je persiste à penser que donc je ne l'avais pas encore fait dans cette audience.
je l'ai fait dans d'autres contextes. Le complexe d'Oedipe, dans le sens où effectivement, d'un point de vue pragmatique, il ne faut pas se leurrer, il faut reconnaître l'efficacité, et il faut reconnaître que c'est applicable dans des tas et des tas de domaines, mais quand même, il y a de grands problèmes qui sont au niveau fondamental, que ce soit pour la compréhension et le contrôle. Là encore, c'est ce qui a été dit précédemment. Et puis si on regarde aussi, je suis content d'avoir entendu dans l'exposé de Charles tout à l'heure le fait qu'à côté des big data, les small data, ça reste quelque chose qui est intéressant, parce que in fine, il y a beaucoup de choses. Si vous vous souvenez de l'exposé qu'on a eu sur les ondes gravitationnelles, ça c'est de la big science, c'est un projet énorme, gigantesque. Il y a sans doute beaucoup de données dans lesquelles il faut trouver, mais à la fin, il y a 4130 points qu'on analyse pour trouver le chirp. Donc on redescend à l'échelle de small data sur lesquelles il y a toujours des choses à faire, et je crois qu'il ne faudrait pas abandonner complètement nos façons de penser. Alors, on peut dire qu'en fait, d'une certaine façon, il y a quand même un glissement de paradigme qu'on a observé, parce que avant, sur les données, l'idée c'était plutôt d'aller du côté de la diagonale où on cherche à construire des modèles mathématiquement bien construits, et puis à partir de ça, on essaye d'exploiter les données en allant du côté de l'implémentation via l'informatique. Je suis très réducteur, mais enfin c'est un peu cette idée. Alors que maintenant, on est plutôt de ce côté-là, où en fait on part sur les données, et il y a tout ce concept de pilotage par les données, data-driven et compagnie, qui effectivement nous amène directement dans le domaine des algorithmes. Ça, le deep learning en est l'exemple le plus clair, et tout le monde sait bien qu'en ce moment, ce que font les gens, c'est quand même d'essayer de mettre des belles mathématiques bien comprises, concrètes et contrôlables sur ces méthodes. Ce qui revient encore à dire ce que je disais au début, que dans ce triangle, ce qu'on voudrait, c'est avoir une closure, une fermeture d'étroit. Voilà. Alors si on passe du côté des données, il y a deux questions qu'on peut se poser. La première, c'est est-ce que les données sont données? Alors, bon, à un niveau extrêmement basique, elles ne sont pas données au sens où c'est une richesse, ça c'est sûr. On a évoqué le glissement académie-GAFA. Je pense qu'effectivement, pour Booking.com, les données sont une bénédiction qui leur est donnée d'une certaine façon parce qu'on a bien voulu leur donner. Donc, bon, on peut se poser ces questions. Après, d'un point de vue même obtention des données, Latour utilisait le terme des obtenus en disant que ce n'est pas tant des données que des obtenus, parce qu'il faut quand même beaucoup de travail pour les récupérer, elles ne nous tombent pas du ciel. Et c'est vrai par exemple dans des données très très physiques, comme tout ce qui est des très grands instruments de recherche. Et c'est vrai évidemment pour toutes les données des réseaux sociaux qu'on ne va pas récupérer comme ça et mettre sur un gros serveur brut pour ensuite aller les fouiller, mais qu'il faut aussi extraire en fonction de ce qu'on cherche à faire. Et puis ensuite, est-ce qu'il ne faut pas les ouvrir? Alors ça pose des questions que, bon, je fais juste je tends juste une perche pour éventuellement en parler, mais qui sont des questions de transparence, de reproductibilité et de confidentialité. Là aussi, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps. Alors en plus, bon, je pense que les données, elles ne sont pas neutres, donc ça, il faut quand même le prendre en compte, c'est-à-dire qu'il faut les choisir en fonction de ce qu'on veut en faire. Ça, c'est un point. Tout n'est pas à faire, peut-être, je ne sais pas. Ensuite, elles peuvent être biaisées. Alors, est-ce qu'on est capable de contrôler le biais? Et il faut pouvoir les contrôler. Et en particulier, pour tout ce qui est des méthodes qui sont à base d'apprentissage, c'est évident qu'il y a aussi des méta-analyses qui sont nécessaires de comment obtenir des bonnes données dont on sache dire quelque chose en termes de biais ou autre. Alors, les comprendre, ça revient au point que j'ai mentionné précédemment. C'est un retour des modèles quand même. Il faut garder une place pour les modèles, je pense. Il ne faut pas se contenter de dire boîte noire, parce que ça marche, c'est très bien, mais essayons de le comprendre. Et puis il y a un point qui n'a pas vraiment été évoqué, mais moi je pense qu'il faut l'évoquer quand même, c'est que ça a un coût, les données. Alors c'est pas gratuit, c'est pas dans tous les sens, et dans les sens énergétiques. Il y a le théorème de Landauer sur le coût de l'information pour effacer un bit d'information. Il y a un coût énergétique. Quand on a vu l'explosion qui nous amène à la 6G, bon, je ne suis pas le meilleur spécialiste, mais je pense que derrière, il y a quand même des quantités d'énergie assez phénoménales, même si on veut contrôler, réduire les coûts de transmission en s'approchant, etc., etc. Il est évident qu'il y a un coût énergétique, que ce soit pour les data centers aussi, que ce soit pour le cloud, etc. Et que c'est quelque chose qui maintenant, en proportion de l'usage mondial, est de l'ordre de ce que coûte le trafic aérien, qui a aussi un impact environnemental, et puis un coût social, parce que récupérer des données qu'on doit avoir par millions et qu'il faut étiqueter, il ne faut pas se leurrer non plus. C'est des millions de petites mains qui font ça, qui sont payées
un quart de cent la pièce. Bon, qui sont aussi des formes d'organisation de la société. On parle de l'ubérisation de la société. Je pense qu'il faut y réfléchir. Ce qui veut dire que les données, elles sont en lien avec la science, elles sont aussi en lien avec la société. Donc, on peut aller du côté de la physique, à l'origine de l'univers. Là, c'est la belle image de Planck. On peut juste prendre le métro, où tout le monde regarde son smartphone en permanence. Puis derrière, je pense qu'il y a des maths et il y a de la science qui est ni orienté vers une application, ni vers un usage de la société, mais qui sous-tend tout ça. J'en ai terminé.